Alors en manchette aujourd'hui, le maire Barthes demande de voter en grand nombre à Saint-Ignace-de-Loyola. Véronique Yvon veut que Joliette devienne un modèle pour la sécurisation culturelle des Autochtones. Alors bonjour mesdames, messieurs, mon nom est François Robert et bienvenue à votre bulletin d'information régionale du jeudi 29 octobre. Alors on débute avec la députée de Joliette, la péquiste Véronique Yvon, qui a été questionnée ce matin lors d'un point de presse à l'Assemblée nationale sur l'imputabilité des différents décideurs du réseau de la santé suite à la mort de Joyce Echaquan à l'hôpital de Joliette. Véronique Yvon, elle veut que Joliette devienne un modèle pour la sécurisation culturelle des Autochtones. Pour remettre un peu la question qui lui a été posée ce matin en contexte, on se souviendra que suite à la mort de l'Atikamekw Joyce Echaquan de Lanaudière dans des circonstances troubles à l'hôpital de Joliette, de nombreuses questions ont surgi. La vidéo que cet Autochtone a enregistrée avec son téléphone juste avant de mourir a permis d'entendre des commentaires désobligeants à son endroit par du personnel de l'hôpital. Et depuis, plusieurs ont souligné que des Autochtones de Lanaudière avaient déjà témoigné lors de la commission Vient de mauvais traitements qu'ils avaient reçus à l'hôpital de Joliette. Certains avaient aussi porté plainte auprès du centre de santé de Lanaudière. Revenons à la commission Vient. La commission vient du nom de son président, mais son nom complet est Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics. Services publics, on pense notamment là, aux services policiers et les services de santé comme l'hôpital. Alors, plusieurs ont soulevé des doutes lorsque le PDG du centre de santé de Lanaudière, Daniel Castonguay, a dit après le décès de Joyce Echaquan qu'il n'était pas au courant que des Autochtones de Lanaudière s'étaient déjà plaints de pratiques discriminatoires à leur égard de la part de membres du personnel de l'hôpital de Joliette. Et ce, même si c'était inscrit en toutes lettres dans le rapport de la commission Vient. Alors, voilà le contexte dans lequel Véronique Yvon s'est fait poser cette question ce matin sur l'imputabilité des différents décideurs du réseau de la santé. On écoute sa réponse ce matin à l'Assemblée nationale. Imputable de cette triste tragédie, je vous dirais globalement dans le domaine de la santé, bien, moi je veux d'abord qu'on regarde le gouvernement, puis je veux d'abord qu'on regarde le ministre de la Santé. Comment ça se fait, avant de parler de Joliette comme telle, que dans le rapport Vient, ça soit écrit noir sur blanc que les Autochtones ne se sentent pas en sécurité d'aller dans les hôpitaux au Québec et qu'on n'a rien fait par rapport à ça pendant 1 an. Qu'on ne s'est pas dit tout de suite, ça c'est une urgence nationale, la question de la sécurisation culturelle des nations autochtones. Comment ça se fait que quand c'est écrit noir sur blanc dans le rapport Vient, ça ne parle pas d'une nation, ça ne parle pas d'une région, c'est généralisé. Comment ça se fait que le gouvernement n'a pas bougé sur un constat aussi clair et aussi lourd de conséquences? Deuxièmement, pour ce qui est de Joliette, bien, je pense qu'encore une fois, il y a une responsabilité partagée. Mais oui, on nous a dit qu'il devait y avoir une imputabilité des dirigeants. Donc, il faut la sentir, cette imputabilité-là. Puis, il faut sentir l'urgence d'agir. Et moi, ce que j'espère profondément, c'est que Joliette va devenir un modèle. Vous savez que nous, on a déposé une motion sur la sécurisation culturelle qui a été heureusement adoptée à l'unanimité il y a 2 semaines. Mais moi, ce que je souhaite profondément, c'est que Joliette devienne l'étalon pour la sécurisation culturelle. Je pense que c'est la moindre des choses et ça doit être un engagement extrêmement fort et concret des autorités du CIS et du ministre de la Santé et du ministre des Affaires autochtones. Tel qu'indiqué en manchette, maintenant, le maire de Saint-Ignace-de-Loyola, Jean-Luc Barthes, lance un appel aux résidents de sa municipalité à voter en grand nombre lors de la consultation publique sur l'avenir de l'église du village et le projet de construction de centres multifonctionnels. Le passage en zone rouge de la MRC d'Autry a transformé le mode de votation en une votation par la poste, mais la participation citoyenne n'en est pas moins importante. Nous en avons discuté avec le maire Jean-Luc Barthes.
Alors, le processus de consultation sur l'avenir de l'église de Saint-Ignace de Loyola s'est transformé avec le passage en zone rouge de la MRC d'Autrey, mais la participation des citoyens dans sa demeure capitale. Nous recevons aujourd'hui en studio pour en parler le maire de la municipalité, M. Jean-Luc Barthe. Bonjour, M. Barthe. Bonjour, Robert, ça va bien? Bien sûr, bien sûr. D'abord, on pourrait rappeler la proposition sur laquelle les citoyens vont être appelés à se prononcer. La proposition, c'est facile, c'est êtes-vous d'accord pour la démolition de l'église et la construction d'un centre multifonctionnel? Ça, c'est rattaché tout le temps, comme j'ai dit, puis je l'avais dit, vous allez avoir à répondre oui ou non. Puis la consultation par correspondance va se terminer le 27 novembre. 27 novembre. La compilation va se faire le 29 novembre. Je vais assister comme pour voir si tout se passe légalement. Et ensuite, lorsque on aura le résultat, bien, nous allons faire annoncer le résultat. Là, les gens vont recevoir dans leur boîte postale à l'heure tous actuelle, les... c'est ça. À l'heure actuelle, là, on a tout envoyé hier au matin, hier dans Ronin. On a tout été mené au bureau de poste à la fin de la journée, c'est-à-dire tout est né. Donc, les gens devraient avoir leur enveloppe soit aujourd'hui ou demain au plus tard. Pour tout le monde de Saint-Hyacinthe. C'est ceux qui vont le recevoir un petit peu plus tard, parce que ceux qui ont des chalets et qui restent, ou bien non, qui ont des maisons à Saint-Hyacinthe, mais ce n'est pas leur demeure principale, ou ceux qui ont des chalets et qui restent un peu plus loin, ils vont peut-être le recevoir un petit peu plus tard, mais ils ont jusqu'au 27 novembre pour la faire parvenir, puis tout est expliqué dans il y a une feuille dans la grande enveloppe qui explique tout comment procéder. Parce que, oui, il va y avoir une petite enveloppe, pas une moyenne. Dans la petite enveloppe, c'est le bulletin de vote. Là, vous le mettez dedans, puis un coup vous avez voté, vous le cachetez. Vous le mettez dans la moyenne, puis vous mettez vos pièces justificatives aussi. Parce que soit un permis de conduire, soit une carte d'hôpital. Parce que sur la carte d'hôpital, votre date de naissance est écrite, puis votre adresse aussi. Tandis que sur une carte d'assurance maladie, oui, votre date de naissance est là, mais il n'y a pas d'adresse. C'est l'adresse qui est important à savoir, parce que aussi, il faut être âgé de 18 ans et plus. Puis pour ceux qui vont recevoir des enveloppes, puis que si jamais il y a une personne qui vit avec eux autres, mais s'ils sont trois dans la maison, on va prendre mon exemple chez moi. Chez moi, on est trois. C'est sûr que là, ils m'ont donné 3 enveloppes parce qu'ils savent. Bien, il aurait pu m'envoyer 2 enveloppes, un qu'à moi par ma femme. Oui. Là, vu que ma fille elle reste chez moi, puis qu'elle est capable de prouver avec sa carte d'hôpital comme quoi qu'elle reste au 71 rue du B, là, j'aurais été au bureau municipal, j'aurais été chercher une enveloppe. Puis là, c'est elle avec tous ses papiers requis, elle peut voter. Donc, si vous avez des enfants majeurs à la maison, ils peuvent voter aussi. Ça se peut que parce qu'on s'est servi on ne pouvait pas se servir de la liste électorale, donc on s'est servi de ce qu'on avait chez nous. Oui. Mais souvent, la liste, ça va dire, comme moi, ou bien non, peu importe qui, le mari et la femme sont là, mais ils ont un enfant de 18 ans et plus qui n'est pas écrit. Parce que là, c'est à eux autres d'appeler s'ils veulent le faire voter, et ainsi de suite. Bien, parce que tout le monde le doit, puis j'invite le monde à se prononcer, car c'est très, très important. Puis vous le savez que le Conseil, nous, on est favorable au projet, parce qu'il faut quand même le mentionner, on a 60 de subvention du gouvernement. Oui. Parce que ça, c'est pas à dédaigner, puis je le dis, puis il faut le redire souvent, puis je le dis souvent des citoyens quand ils m'en parlent, si on n'a rien de fait d'ici au mois de juillet, bien, c'est fini, il n'y a plus de subvention, puis je ne penserai pas qu'il y ait une subvention à 60 revienne dans cet état-là pour les montants qu'on a. Et dans ce centre multifonctionnel, si on veut donner une idée aux gens, qu'est-ce qu'on retrouverait là? Bien, vous allez pouvoir trouver, c'est sûr, certain qu'on regarde, il y aurait 2 salles. Bien, c'est une salle de 400, divisée en salles de 200. Puis aussi, soit probablement dans la salle de 400, il y aura peut-être... ça va être un plancher comme un gymnase. Puis il va y avoir probablement ça peut jouer au tennis, mais peut-être pas à l'envergure d'un terrain de tennis extérieur. Mais il pourra peut-être être un petit peu plus petit, mais il pourra jouer peut-être à ça. Ouais. Ça pourrait être des badminton. Ça peut être plein de choses, parce que si je ne m'abuse, le plafond de la bâtisse devrait avoir au moins entre 18 et 20 pieds de haut. Donc, on va pouvoir se permettre à faire des activités.
Et il y aura des bureaux municipaux. Et il y a les bureaux municipaux qui sont rattachés. C'est sûr. Puis là, il faut dire, moi, c'est parce que c'est des bureaux municipaux, c'est important qu'on ait surtout des bureaux, vraiment des bureaux fermés. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est à tout coup qu'il y a quelqu'un qui vient, puis qu'il y a une personne qui est au téléphone, ou bien non, comme dernièrement, la directrice est avec la commission municipale, parce que le monde, ils savent que là, la commission municipale, elle regarde notre chose pour les taxes. Elle est avec là, mais là, il y en a un qui est arrivé, puis là, ça parlait un peu plus fort, fait qu'il a fallu qu'elle lui demandé de baisser le ton. Fait que, tandis que ça avait eu un bureau fermé, ben, elle aurait pu... être plus tranquille pour travailler. Et voilà. Et puis, s'il y a des gens qui se disent, oui, mais notre Église, est-ce qu'on ne devrait pas la conserver? Qu'est-ce que vous répondez à ces gens-là? Bien, écoutez, on leur dit que l'Église, oui, moi, je suis sûr et certain que si le monde ils disent non, puis qu'ils veulent conserver l'Église, bien, même pour la rénover, ça va coûter le même prix, mais sans subvention. Ouais. On ne s'en sortira pas en bas comme là. On prétend qu'on devrait s'en sortir, nous autres, avec la subvention à 1 500 000 sur 20 ans, mais sans augmenter les taxes, comme dans le PowerPoint qu'on a fait, on l'explique. On a l'argent dans le budget. Cet argent-là qui est dans le budget va rester là pendant 20 ans. Et on ne baissera pas le budget parce que, puis même si le projet se réalise pas, on ne baissera pas le budget. Parce que le budget, si tu baisses ça, c'est parce qu'un an ou 2 ans après, tu vas être obligé de l'augmenter, puis peut-être plus que le monde pense. Mais là, on a l'argent, puis après ça, on va travailler avec les argents qu'on a. C'est sûr, certain que dans 57, moi, il y a des dépenses que c'est incontrôlable pour la municipalité. C'est sûr, certain que je ne peux pas dire au monde, mais que le monde soit bien conscient qu'on ne va pas augmenter les taxes pour le plaisir, comme qu'ils nous ont dit, qu'on a le pouvoir d'augmenter les taxes. C'est vrai que la municipalité, la maire et le conseil, on a le pouvoir d'augmenter les taxes. Mais je n'augmenterai pas les taxes pour le plaisir de les augmenter, parce que moi, dans 2, 3, 4, 5 ans d'ici, si je ne suis plus là, il va falloir que je les paye pareil, les taxes, moi, là. Oh, ouais. Je vais être un citoyen de Saint-Ignace quand même. Alors, moi, je vous le dis, là, c'est un très, très beau projet, puis j'espère qu'on ne passera pas à côté de la subvention de 60 %. Et là, vous espérez un taux de participation de combien dans cette consultation? Écoutez, moi, le plus haut, plus qu'il va... Moi, je pense qu'il va être assez haut, le taux de participation, parce que ça se fait par correspondance. Oui. Donc, la personne, elle vote, puis ça ne va pas venir l'amener dans la municipalité, elle va le mettre dans une boîte postale, puis ça va se rendre, tout est marqué pour l'adresse 25 rue de la Forêt, puis les timbres sont dessus, ça ne coûte rien à personne. Oui. Fait que, moi, je m'attends à un taux de participation assez élevé. S'il y a moins de 50 des électeurs qui se prononcent, est-ce que vous allez considérer le résultat comme valable? S'il y a moins de 50 qui est le monde qui... puis si ça passe à 50 là, oui, la municipalité, le conseil, on va aller de l'avant. Oui. C'est parce que moi, je l'ai tout le temps dit, puis je leur ai dit, une personne qui ne vote pas, là, c'est parce que la personne, dans sa tête, elle se dit, qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas, ça ne me dérange pas. Vous savez, moi, quand on a acheté l'église, je me souviens, après, il y a une personne dans le conseil, elle me dit, ah, c'est parce qu'il y a bien du monde qui est à compte qui n'ont pas venu voter. Bien, j'ai répondu à la personne, j'ai dit, écoutez, c'est vrai qu'il y a bien du monde, peut-être qui est à compte qui n'ont pas venu voter, mais il y en a beaucoup qui étaient pour et qui n'ont pas venu voter. Oui. Donc, ça veut dire que ces personnes-là, là, ils se sont dit, qu'ils l'achètent l'église, qu'ils ne l'achètent pas, ça ne nous dérange pas. À 1 pièce, là, la ville, le monde, ça ne va pas déranger. Puis je sais qu'il y en a, puis il y en a bien qui étaient pour, puis ils ne sont pas venus voter, puis ils me l'ont dit, on a pété, on savait que ça a rapporté, mais moi, je leur ai répondu, mais non, vous ne le saviez pas. Parce que celui qui est vraiment, vraiment en compte, lui, il va venir voter. C'est entre autres pourquoi on voulait que vous veniez en studio aujourd'hui pour rappeler aux gens que si on veut avoir un bon portrait de ce que pensent les gens de Saint-Ignace, la meilleure façon, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui participent. C'est ça, en plein ça. Juste le monde qui va participer, puis si le monde répond à, je ne sais pas moi, à 60, 70, 75 du vote, puis qu'ils disent à la municipalité à 60 65 on va de l'avant, vous savez, là, moi, en tout cas, j'ai bon espoir, puis j'ai bien confiance que les citoyens vont vouloir avoir un beau centre multifonctionnel qui est très bien situé,
puis qui va vraiment refléter la municipalité de Saint-Ignace-de-Loyola. Une fois le résultat annoncé, si c'est positif, on va en appel d'offres pour la destruction de l'église assez rapidement. Bien, assez rapidement. Donc, on va faire les plans et devis avant. On va faire finaliser les plans et devis. Bien, écoute, tout ça va être fini, parce que je crois. En tout cas, la dernière fois que j'ai parlé avec le conseil aimerait ça à donner un clé à la main. Autrement dit, le contracteur qui va l'avoir, il s'occupe de tout. Ouais. Ça, c'est ce qui a été décidé. Ça se peut que le conseil change d'idée et qu'ils disent on va aller en appel d'offres pour la destruction de l'église. Après ça, on va aller en appel d'offres pour le centre multifonctionnel. Ça, c'est des possibilités qu'on pourrait avoir. Oui. Quitte à faire un appel d'offres et comparer les prix dans les deux options. Ouais, oui, ça pourrait se faire indépendant. C'est parce que quand tu donnes clé en main, tu n'as pas à t'occuper de rien. Fait que donc, tu dis au gars, c'est comme bien. Si le monsieur t'a dit qu'il te cherche tant pour détruire l'église, puis qu'il arrive après, puis il veut te chercher plus cher, mais là, c'est à lui à s'occuper de ça. Ouais. Ce ne sera pas la municipalité à tout le temps se débattre avec les gens. Puis aussi, j'aimerais rappeler que, vous savez, la prochaine réunion, c'est le 3 novembre. Oui. Donc, la réunion, on a envoyé un papier comme quoi, oui, elle va se tenir à huis clos. Par contre, on a CTRB, ils vont venir le filmer, ça va se passer à la salle municipale. On va être filmé par CTRB. Puis le lendemain, probablement qu'il va être sur le site sur le poste de CTRB. Puis peut-être 2 ou 3 jours plus tard, il va être sur le site de la municipalité. Fait qu'on invite les gens à regarder le conseil. Puis comme je vous dis tout le temps, si vous avez des questions, faites-les parvenir à la municipalité, puis soyez sans crainte, on va répondre à toutes les questions qu'on va avoir. Ça devrait être la procédure jusqu'à nouvel ordre, tant qu'on reste en zone rouge. Là, vous savez, comme là, présentement, ils nous ont porté jusqu'au 24 novembre, là. En tout cas, ils nous ont remis un autre 28 jours de plus. Oui. Fait que, donc, on n'a pas le choix, on est en rouge. Je ne peux pas faire une assemblée publique. Vous savez, on servirait, comme on dit souvent, on servirait 5 cents pour la consultation publique, parce qu'on l'a su le mardi, puis le mercredi soir, à minuit, on était dans le rouge. Là. Puis nous autres, la consultation, c'était le dimanche 25. Il a fallu faire ça, puis tout préparer, puis tout les bulletins de vote. Ça, on les avait, mais là, on va laisser le nombre d'enveloppes, des petites, des moyennes, des grandes. Il a fallu tout aller chercher ça, tout appeler à acheter des teintes. Vous savez, au nombre, au moins, il y a 2 enveloppes qui ont des teintes dessus. Oui. Fait que ça veut dire que 2 enveloppes, si on a, je ne sais pas combien, 1000, ça commence à faire des teintes. C'est sûr. Non, ça s'est bien passé, ça a bien été. Tout s'est fait le dimanche. Les personnes qui étaient supposées être au bulletin, ils étaient là pour tout aider. Ils étaient avec le bureau. Ils ont tout préparé, les enveloppes, toutes faites. Le lundi, ils ont tout finalisé parce qu'ils ont manqué de temps. Ils ont tout finalisé ça. Puis hier, lundi soir, la directrice allait terminer ça à Poste Canada. Mais là, le 27, c'est la date limite pour recevoir le 27 à 5 heures. C'est pas pour le poster, là. Non. Le 27. C'est sûr que si on reçoit une enveloppe, non, parce qu'elle n'a pas s'informer. C'est le vendredi le 27 à 5 heures, c'est terminé. Donc, il faut l'avoir posté avant. Parce que le 29, on fait le décompte. Moi, je vais être au bureau, c'est moi qui vais être là pour vérifier si tout se passe comme il faut, pour qu'il pêche. Puis je l'ai dit, je vais être bien strict avec ça, je ne veux pas rien. Si on a des doutes, on va jeter le bulletin. Même si la personne a voté oui, mais si on a des doutes comme quoi on n'est pas sûr, on va tasser le bulletin. On ne fera pas, je veux que ça soit bien fait et correctement fait. Donc, si on compte que ça peut prendre, je ne sais pas, 2 jours, 3 jours à la poste, n'attendez pas à la dernière minute. Non, n'attendez pas à la dernière minute, parce que je vous le dis, le 27 à 5 heures, c'est fini. Si vous l'avez envoyé le Mali le 27, puis c'est dans la boîte de la municipalité, au bureau de poste de la municipalité, bien, on n'ira pas chercher, parce que les bureaux sont fermés. Merci d'être venu nous en parler. On a hâte de voir le résultat. Vous savez, moi aussi, j'ai bien hâte, puis je remercie CTRB pour la position qu'ils me donnent pour pouvoir expliquer aux gens ça. Aider. Puis j'aimerais que la population fasse comme le conseil voudrait, c'est d'aller de l'avant. Merci, M. Barthes. Ça me fait plaisir, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Et maintenant, si on regarde un peu le nouveau portrait de la situation pandémique au Québec, il y a 8 décès survenus dans les dernières 24 heures qui se rajoutent
au bilan depuis le début de la crise. La santé publique signale 1030 nouveaux cas dans les dernières 24 heures et en ce moment au Québec, il y aurait 509 personnes hospitalisées en raison du coronavirus. De ce nombre, 78 se retrouvent aux soins intensifs. Et dans l'anneau d'hier, le dernier bilan fait état de 130 nouveaux cas positifs dans les dernières 24 heures. La MRC d'Autrey a maintenant 71 cas actifs. Même chose dans Matawini, 85 dans Montcalm, MRC de l'Assomption 127, MRC des Moulins 137 et la MRC qui en compte le plus présentement est de loin la MRC de Joliette avec 369. Cela dit, si vous avez des symptômes, vous voulez vous faire dépister, il y a la clinique de dépistage mobile sans rendez-vous qui sera à nouveau à Saint-Gabriel-de-Brandon demain, 30 octobre, de 10h30 à midi ainsi que de 12h45 à 16h. Et la clinique, elle se trouvera au Centre sportif et culturel situé au 155 rue Saint-Gabriel à Saint-Gabriel-de-Brandon. Vous pouvez vous y présenter avec votre masque et votre carte d'assurance maladie en main. Cela dit, nous passons maintenant à notre première pause. Bonjour tout le monde, ici Marcel Puffal pour le Marcel Show, une émission de variété bientôt sur CTRB, une production de Sylvain Paul et une réalisation de Michael Chevrette. Ne laisse pas passer la chance d'être aimé, le cœur devient moins lourd quand on est en amour. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Alors, au chapitre des anniversaires pour ce jeudi 29 octobre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à André Rondeau. Bonne fête, M. Rondeau. Récemment avait lieu la remise des prix Denise Lachance-Trudel. On a commencé à vous en parler hier. On vous a présenté une première récipiendaire, hier Mélissa Michaud, ainsi que l'origine et la signification de ce prix. Nous vous présentons aujourd'hui un second récipiendaire, Jeanne Rainville. Bonjour, je me présente, Julie Tétrault, coordonnatrice pour le groupe d'entraide En toute amitié à Berthierville, donc un organisme de lutte à la pauvreté. Donc je suis ici aujourd'hui pour faire la remise du prix Denise Lachance-Trudel 2020. Donc cette année, nous, notre récipiendaire, elle s'appelle Jeanne Rainville. Donc c'est avec un très grand plaisir que nous attribuons ce prix à Jeanne Rainville. Bon, en cette phase-là, tu vas recommencer tranquillement. Respire. Vite, avec un grand. Dis pas de donc. Fait. C'est avec un grand plaisir que nous attribuons ce prix à Jeanne Rainville pour le développement de son pouvoir d'agir. Jeanne apporte à l'organisme quelque chose d'unique et de précieux, de par son expérience, sa personnalité et son parcours de vie. Jeanne est une personne très dévouée au sein de l'organisme. Elle est bénévole aux jouets, au tri de couverture et beaucoup plus encore. Elle est également impliquée dans le conseil d'administration. Elle a son opinion qui fait que le dialogue est constructif. Donc, merci Jeanne pour ta générosité et ta disponibilité de la part du CA et des employés du groupe d'entraide En toute amitié. Merci, ça me prouve tout simplement que je suis à la bonne place.
je félicite l'organisme aussi pour tout ce qu'ils peuvent accomplir. Oui, c'est vrai que je suis dans le cœur de l'organisme, mais ça me tient à cœur. Puis, en même temps, juste souligner que je félicite tous les organismes qui sont pour la lutte de la pauvreté. Nous présenterons d'autres récipiendaires de ce prix au cours des prochains jours, mais pour l'instant, nous passons à notre seconde pause. Je m'appelle André Jaudry, j'ai 57 ans et je suis préposée d'aide à la vie domestique depuis bientôt 8 ans. C'est très difficile de résumer en un seul mot ou une seule émotion tout ce que ça m'apporte parce que c'est riche de sens de toutes sortes de façons. Ce travail-là, pour moi, dans mon cas, ça m'a réconcilié avec le monde du travail parce que je ne pensais pas qu'on pouvait gagner notre vie en ayant ce sentiment-là, en étant si heureux d'aider, puis on se sent utile, puis on se sent attendu, puis on sent que je sens que mon travail est important, pas juste pour ces personnes-là, mais pour la société aussi. Au CHSLD Le Château de Berthierville, le 18 octobre, à l'âge de 97 ans, est décédée Mme Lucie Fafard, épouse de feu Rodrigue Denis, demeurant à Saint-Cuthbert. Lui a précédé ses filles Lucienne et Claudette. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Guy Denis et son conjoint Joël Bouchard, Michel Denis et sa conjointe Thérèse Gouin, Pierre Denis, France Denis, feu Roger Poirier, Céline Denis, Daniel Denis, Françoise Denis et son conjoint Luc Marcoux. Les soucis dans le deuil, c'est 12 petits-enfants et 18 arrière-petits-enfants. Les soucis dans le deuil, c'est frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Marcel Fafard et sa conjointe Pierrette Laforme. Madeleine Fafard, feu Jean Iseli. Odette Jutras, feu Adrien Fafard. Réal Lavigne, feu Lise Fafard. Aline Vandal, feu Jean-Claude Fafard, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis. Et votre marque de sympathie peut se témoigner par des dons aux bénévoles du CHSLD Le Château de Berthierville. La famille tient à remercier le personnel du deuxième étage de l'aile A du CHSLD Le Château de Berthierville pour les bons soins prodigués à leur mère. Et la famille accueillera parents et amis ce samedi, le samedi 31 octobre, dès 10h30 en l'église de Saint-Cuthbert, où suivront les funérailles à midi. Et Mme Fafard sera ensuite inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Cela dit, toute l'équipe de CTRB offre ses plus sincères sympathies aux familles et amis en deuil. Et nous passons maintenant à la météo. Alors, jeudi soir, plutôt nuageux avec seulement 1 degré au-dessus de zéro. Dans la nuit de jeudi à vendredi, plutôt nuageux encore une fois et moins 3. Vendredi matin, ciel variable et plutôt froid avec moins 4 degrés Celsius. Vendredi après-midi, le soleil revient réchauffer un peu l'air et la température devrait grimper autour de plus 3. Vendredi soir, généralement dégagé et le mercure plonge à moins 2. Alors voilà, c'était vos informations sur les ondes de CTRB. Revenez-nous demain pour un autre bulletin d'information régionale. Merci de continuer de vous informer avec nous et excellente fin de journée à tous nos téléspectateurs.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.